L'origine de la violence et sa solution. Alors, l'origine, ça ne veut pas dire l'origine chronologique, ça ne veut pas dire l'origine temporelle. On ne va pas s'intéresser à la question de savoir si on peut trouver un point de départ, si vous voulez, à la violence. D'abord parce qu'elle est immémoriale, hein, quand on plonge dans le fond des âges humains, de l'histoire, de la préhistoire, on trouve des traces de violence, et donc on ne peut pas fixer un point de départ de ce qui serait la violence pour l'être humain, d'un point de vue anthropologique. Peut-être même que la question n'a pas de sens, n'aurait pas de sens, parce que la violence, en fait, elle a toujours été là, d'une certaine façon. Et je prends un exemple vraiment basique, mais peut-être que le fait d'enfanter est violent, peut-être que le fait d'entrer un peu par effraction dans le monde, c'est violent. Et on parle souvent du cri du nouveau-né. Alors je sais qu'il y a différentes... on conteste parfois que le cri du nouveau-né soit l'expression du déchirement de l'air en entrant dans les poumons. Certains ne sont pas d'accord, mais souvent on associe effectivement le premier cri du nouveau-né au caractère tragique de l'existence humaine, hein. Donc c'est pas le point de départ, on va pas parler de ça. L'origine de la violence, c'est plutôt... la réflexion va plutôt être... plutôt portée, si j'ose dire, sur les facteurs, les causes de la violence. Alors l'origine, c'est un singulier, mais évidemment, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs facteurs, c'est un pluriel, qui ne s'excluent pas, qui peuvent se conjuguer. Et donc, l'origine sur laquelle on va s'interroger, ce n'est pas une origine temporelle ou chronologique, c'est une origine causale. Et bien que le mot soit un singulier, cette origine causale, elle est plurielle. Ok ? Alors pour bien s'entendre, il faut quand même définir, ça c'est mon côté prof de philo, là je suis désolé, ancien prof de philo, il faut quand même définir le terme, si vous voulez, qui est l'objet de notre réflexion. Alors la première question que j'ai à vous poser, moi j'ai une définition à vous proposer, que j'espère être la plus large possible, la plus conforme avec la réalité du fait qu'est censé nommer le terme violence. Mais la première question, c'est qu'est-ce que la violence ? Qu'est-ce qu'on entend par violence ? Avant de vous demander, ça va être ma deuxième question, petit teasing, ma deuxième question, ça va être les formes de violence, les types de violence, qui est un vrai problème en soi. Mais d'abord, qu'est-ce que la violence ? C'est-à-dire la nature, l'essence même de ce qu'est une violence. Parce que la violence, ça fait un peu, un terme peut-être un peu, comment dirais-je, intimidant. Mais une violence, c'est quoi une violence ? Une intention de faire du mal. Alors ça, c'est très intéressant parce que il est clair que quand on a l'intention de faire du mal à quelqu'un, souvent on va exercer une forme de violence. Mais on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un sans lui vouloir du mal. On peut blesser, heurter, meurtrir quelqu'un, mais attention, hein, ça va dans un sens et pas dans un autre. Généralement, quand on veut faire du mal à quelqu'un, on lui inflige une forme, pas forcément de brutalité, mais de violence, qui peut d'ailleurs être subtile et qui n'est pas forcément brutale, mais on peut aussi infliger une violence à quelqu'un ou subir une violence de quelqu'un qui ne nous a pas voulu du mal et nous cause une grande violence. C'est ça le paradoxe, si vous voulez. Ça veut dire que quand on exerce une violence sur quelqu'un, quand on fait violence à quelqu'un, quand on subit une violence, je dis que c'est dur à entendre peut-être, mais ça ne veut pas dire que l'autre est coupable, forcément. C'est dur à entendre peut-être. Hein, mais ça veut dire que parfois, ou peut-être, l'autre n'est pas coupable. Donc, comment définir la violence ? Alors, j'ai oublié de demander les prénoms. Ton prénom ? Lise. Pauline. C'est quelque chose qui heurte une personne. Oui. C'est alors, la métaphore du heurt, c'est la métaphore du choc. C'est la métaphore de la collision. Qui nous renvoie à une métaphore physique de la violence. On va voir qu'il existe des violences qui sont plus perverses, évidemment, qui ne passent pas par le choc, justement, mais oui, ça heurte une personne. Ça, je dirais, c'est l'effet de la violence. Elle cause un heurt, un choc, etc. Ça fait partie de la violence, mais c'est son effet direct. Mais comment on pourrait définir même ce qu'est la violence ? Ton prénom ? Claire ? Oui, une atteinte à notre intégrité, oui, tout à fait. Oui, ça complète morale ou psychologique. On va rentrer dans les typologies de la violence, tout à fait. Oui. Violaine, est-ce que c'est pas par Violaine. rapport à la force ou une notion de force ? Alors la violence est en rapport à une notion de force. Si je devais la définir, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette définition.
La violence, si on veut partir d'une définition, hein, c'est une force qui, en général, vise à contraindre, alors vise, ça met une intention, mais vise à contraindre, à soumettre. Donc il y a une dimension de coercition dans la violence, et qui généralement est accompagnée de brutalité, voire d'agression. Donc contrainte, soumission, accompagnée en général du fait d'une force, accompagnée en général de brutalité et, comment dirais-je, éventuellement d'agression. On peut peut-être partir là-dessus. Voilà. Alors ma deuxième question, et après je recadre les caméras, comme ça vous allez avoir quelques secondes pour y réfléchir, c'est si on part sur cette définition de la violence comme une force de coercition, de soumission, d'agression, de brutalité, dont les effets directs sont, comme disait Pauline et Claire, le heurt, la collision, l'atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne, ça c'est l'effet direct. Quels sont les différents types de violence? Est-ce qu'il n'y a de violence que physique? Parce que j'ai parlé de la force, mais la force c'est une dimension physique. Il n'y a pas aussi une notion de temporalité? C'est-à-dire C'est-à-dire que... Prénom, pardon. Julien. Pour moi, dans la violence, il y a une notion de temps court. En tout cas, quelque chose qui est brutal dans le sens où... ça, c'est intéressant. Ça va très vite. C'est-à-dire qu'une montagne, on peut l'éroder avec violence, ou on ne parle pas de violence quand ça se fait sur des millions d'années. Et pourtant, le dégât est là. Ah oui, d'accord, ok. Ça me fait penser à un célèbre proverbe latin qui dit gutta cavat lapidem, la goutte creuse, cavat la cavité, creuse la pierre, non pas par sa force, non pas par sa force, sed saepe cadendo, mais parce qu'elle tombe souvent. Mais ça, c'est une phrase qu'on trouve chez le poète Ovide, une phrase très belle. Donc c'est la persévérance, la récurrence d'une goutte d'eau, la chose la plus liquide possible, avec l'air bien sûr qui est plus liquide, mais bon, qui peut creuser la matière qui semble résister le plus. Oui, peut-être, d'accord. Donc ça produit des effets sur... Finalement, la violence est lissée sur le temps, et donc elle n'est pas ressentie. C'est plus de la violence, mais c'est autre chose. Ou c'est autre chose. Oui. Il y a une dimension de temporalité, oui. Oui. Alors j'allais dire, je prends un contre-exemple, mais du coup je suis obligé de vous donner un exemple de violence, mais c'est vous qui devez me les donner. C'est bien joué, ça. C'est que la violence morale ou la violence psychologique peut être insidieuse, permanente, récurrente dans une relation, par petites touches. Et c'est un peu comme la goutte dans la phrase d'Ovide, qui va finir par miner l'estime de soi de l'autre, qui finira délabrée, détruite, mais chaque jour un peu plus. Il n'y a pas un événement qui fera réagir la personne, parce que la brutalité ne sera pas suffisante pour la faire s'extirper, mais la violence insidieusement creusera son lit. Le harcèlement, par exemple, une forme de perversité, une forme de négation de la valeur de l'autre un peu tous les jours. Donc par des gestes, par des attitudes, même par le non-dit, d'une certaine façon. Donc je trouve qu'effectivement, lissé dans le temps, la violence est moindre. Mais paradoxalement, ces effets peuvent être à la fois grands, et c'est la question qui est suivante, non ressentis. Ça, le problème, il existe des violences, vous me direz si vous serez d'accord, il existe des violences non ressenties. C'est le paradoxe de la violence. On pense au heurt, à la collision, etc. Donc on pense au choc, et qui reçoit un choc ne peut pas ne pas le ressentir. Mais peut-être qu'il y a des violences non ressenties. Mais avant d'arriver à cette question, parce que c'est vrai que ça permettait d'anticiper cette réflexion, quels sont les différents types de violences? Moi j'en ai cité une, c'est la violence psychique, psychologique, qui peut blesser l'estime de soi d'une personne, produire une blessure narcissique qu'après la personne va porter toute sa vie. Quand c'est un enfant qui a été blessé dans son estime de lui-même, toute sa vie, il peut courir derrière la carotte d'une reconnaissance parce qu'il a le sentiment, finalement, de ne jamais valoir assez. Alors, il faut toujours faire plus pour avoir le sentiment de valoir quelque chose. Alors, d'abord, ton prénom ? Elle se porte forcément sur quelqu'un ? La violence ? Ah, mais non, on peut l'exercer sur soi-même, parce que quand la blessure narcissique, on finit
par ne plus se vouloir du bien, voire par se vouloir du mal. On peut... Quelqu'un qui l'exprime en, je sais pas, en frappant le mur, Oui. c'est pas contre lui non plus, Oui. et c'est pas contre quelqu'un d'autre. C'est Ah, une mais... expression, Oui, oui. pas portée sur quelqu'un. Ah, alors déjà, on peut se faire violence à soi-même, on peut se juger coupable, on peut se culpabiliser, on peut être son propre tortionnaire dans la vie, on peut se juger coupable, indigne de telle ou telle chose et se torturer l'esprit. On peut vraiment, il n'y a pas besoin d'un autre pour se faire du mal. Il y a des personnes qui vraiment se mésestiment et qui vont toujours se mettre elles-mêmes en conduite d'échec, ce qui est très violent. Elles n'ont pas besoin d'un autre. Voilà. Pardon ? Qui a besoin d'exploser parce qu'il a accumulé, et qui, comme je dis, voilà, tape dans un mur. Ah oui, voilà, qui exprime une violence qui n'est pas contre nous. Oui. Alors effectivement, il y a de la violence, il y a la violence d'un juron, il y a une violence verbale qui n'est pas dirigée contre vous, mais que vous pouvez prendre en pleine tête parce que vous êtes là, parce que la personne extériorise quelque chose. Donc, effectivement, dans ce cas-là, elle n'est pas dirigée. Alors, vous pouvez la ressentir, vous pouvez la subir, et elle n'est pas dirigée contre vous, mais j'allais dire en même temps, l'autre trouve un exutoire. Donc, c'est un peu les vases communicants, si vous voulez. Donc, dans ce cas-là, bon, il se décharge d'une violence qu'il ressent, et puis il vous la fait subir peut-être, mais plutôt de façon accidentelle, hein, puisqu'il ne vous vise pas. Mais déjà, il y a une violence dont on vient de parler, qui est la violence psychique, psychologique, avec ce paradoxe qu'on peut être violent envers soi-même, se vouloir du mal, se punir, se mettre en conduite d'échec, se juger indigne, toujours coupable ou responsable des pires maux de l'existence, etc. Bon, ça c'est une possibilité. On n'a pas besoin de l'autre pour connaître la violence. Mais il y a d'autres formes de violence quand même. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je me disais, dans la définition, j'ai l'impression qu'on capte que la violence qui est émise par l'homme, mais est-ce que ça couvre la violence de la nature, par exemple ? Alors c'est vrai que j'ai fait une entame, une intro sur la violence de la nature pour dire, on a beaucoup parlé de la nature, on a beaucoup parlé de la beauté de la nature, de la préservation de la nature, de notre responsabilité envers la nature, mais j'étais parti de ce paradoxe, peut-être un peu pour éveiller les esprits, pour dire que la nature, c'est aussi la violence. Un tremblement de terre peut être violent. Pardon ? Un tremblement de terre peut être violent, mais est-ce que du coup il y a une intention qui est mise ? Oui, voilà, parce que c'est pour ça que j'ai placé le curseur sur l'être humain, parce que j'allais dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nature elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que les effets physiques produisent ou géologiques produisent leurs effets, et puis l'instinct, je veux dire, on ne peut pas lui faire de reproches. Je prends vraiment un exemple totalement anecdotique. Moi, j'ai une petite husky de 4 ans, la petite Olga. Écoutez, quand on croise des mâles qu'elle est en chaleur, moi, j'ai envie de dire aux propriétaires de mâles, je ne sais pas s'il y en a ici, faut réagir parfois parce que il y a une violence, je veux dire, l'animal ne veut pas, le consentement est optionnel dans la nature. Hein. L'animal ne veut pas, elle se fait écraser. Le mâle lui monte dessus, quoi. Il l'écrase. Voilà. Donc la nature, elle est violente, mais on ne peut pas vraiment faire de reproches à l'instinct, vraiment. C'est pour ça que j'ai déplacé le curseur sur l'être humain. Vous êtes malin, parce que vous ne donnez pas les formes de violence pour l'instant. Alors je vous aide un petit peu. Il y a la violence physique. Bon, on est d'accord là-dessus. Il y a la violence psychique. Bon, on est d'accord là-dessus. La violence verbale, qui finalement est un vecteur de la violence psychique, tout à fait, qui est un vecteur. Il y a quoi d'autre comme violence ? Alors c'est dur pour des personnes non violentes, évidemment, de s'exprimer là-dessus, mais... L'ignorance, ça peut pas être ignorer l'autre. Ah, le mépris. Le mépris, c'est une violence à la fois psychique et sociale. On entre dans une dimension sociale de la violence qui renvoie à la domination, la hiérarchie, qui renvoie à la possibilité, comment dirais-je, effectivement... de faire sentir à l'autre sa supériorité, etc. Donc violence physique, violence psychique, violence dont le vecteur est verbal, violence sociale. Il en manque. Pardon ? Il en manque. Il en manque. Conjugale. Est-ce que c'est une catégorie en soi de la violence ? C'est, je dirais, le lieu, le domicile, la vie intime, la vie conjugale, qui est le lieu où vont se dérouler, malheureusement, certaines violences. Ça me fait penser à une thèse célèbre d'Emmanuel Kant, qui est un philosophe du XVIIIe, qui avait dit la chose suivante, pour montrer que les choses sont parfois très subtiles, peut-être dans les relations hommes-femmes, et ne correspondent pas peut-être à des images un peu stéréotypées qu'on veut... Kant, qui est pourtant un homme du XVIIIe siècle, dit que les relations hommes-femmes, c'est une guerre domestique.
et que c'est la femme qui domine toujours. Alors il explique pourquoi la femme remporte toujours cette guerre domestique, etc. Mais c'est une guerre sans violence. C'est une guerre qui repose sur la... Alors, je ne peux pas vous faire tout Kant là-dessus, il le dit dans son Anthropologie d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire l'étude de l'homme d'un point de vue pratique, et il dit deux choses sur la femme. Elle est armée pour la guerre domestique, un, parce qu'elle a une grande capacité verbale de réaction, d'à-propos, etc. Et deux, elle, pour Kant, hein, je ne dis pas que c'est la vérité, etc., mais je donne les arguments comme ça à brûle pour point, Kant dit elle sait utiliser les apparentes faiblesses qui sont les siennes comme des vecteurs de force. Et elles sont préparées pour la guerre domestique, alors que l'homme, il est naïf, il rentre chez lui, il va être tranquille, il n'est pas préparé, si vous voulez. Il pense naïvement que la guerre, c'est à l'extérieur, puis quand il rentre, il veut sa bière, le canapé, puis il ne comprend pas qu'en fait, non, ça se joue là aussi, voilà, si vous voulez. Alors, physique, psychique, social, politique. Ça veut dire rien? Non, il n'y a jamais de violence en politique. C'est vraiment, c'est un peu obsolète finalement. C'est verbal ou psychique en politique? C'est parfois aussi physique, quand même, un peu. Ça peut être. Alors, ça peut être. Oui, tu penses à quoi? Par une société, la façon dont elle est construite. Alors, l'organisation. Alors, tout à fait. Alors, il y a l'organisation sociale, la répartition du pouvoir, qui peut aboutir à des privations de droits pour certaines personnes, une inégalité structurelle. Ça va être au-delà du champ politique, on rentre dans le champ social ou sociétal. Tout à fait. Et puis je rajouterais peut-être une violence à laquelle on ne pense pas. Alors il y a la violence morale. Moi je parlais d'institutionnel. D'accord, ouais. Des privations de droit. Ah, des privations de droit, bien sûr. Oui, ton prénom? La violence de l'image, par exemple. Ton prénom? Philippe. Philippe. La violence de l'image. La violence de l'image. Tout à fait, oui. Qui va être totalement, éventuellement statique. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, ça, la violence de l'image. La violence des images, c'est... Alors, on peut en faire une sous-catégorie de la violence psychique, psychologique, mais c'est vrai qu'on a parlé du vecteur verbal, du vecteur de l'image. Je pensais à Paris Match, hein, le poids des mots, le choc des photos. Il y a un pouvoir de choc, hein, effectivement. J'ajouterais une autre violence à laquelle on ne... Alors, il y a la violence morale, tu m'avais dit tout à l'heure, quand quelqu'un qui relève pas simplement de la violence psychique, mais de la méchanceté. Ça, c'est autre chose. Ce qui est très violent dans une relation, c'est de sentir la malignité de l'autre, le fait qu'il vous veut du mal. Ça peut être très violent. Je distingue de morale parce que ça renvoie au bien et au mal. Parce que psychique, on peut heurter quelqu'un sans le vouloir, blesser l'estime qu'il a de lui-même, sans lui vouloir du mal, mais la violence d'ordre, qui n'est pas simplement psychique, mais qui est d'ordre moral, qui renvoie au bien et au mal, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Alors le pervers, normalement, il a l'intention, parce que sinon il n'est... Pardon ? Il est dans la violence d'ordre moral, ce qui c'est pas exclusif, c'est cumulatif, hein, qui va impliquer une violence psychique, etc. Mais elle a une dimension supérieure qui relève du bien et du mal. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait pas simplement, on ne heurte pas quelqu'un simplement comme ça, de façon accidentelle ou parce que voilà, on ne sait pas s'y prendre. On lui veut vraiment du mal. Il y a une dimension de malignité, de méchanceté. Et puis je rajouterai encore une violence à laquelle peut-être on ne pense pas souvent, c'est la violence. Ton prénom ? Grégoire. Législative, alors ça renvoie à... Oui, oui. Les qui sont les plus gros disent, voilà, ça c'est la loi. D'accord. Et donc quand vous passez en fait hors de ce champ-là, vous payez. D'accord. Je suis le plus gros, qu'importe. Ah, c'est-à-dire la loi qui donne aux puissants la possibilité de... Les puissants disent, c'est ma loi. D'accord. En fait, on dit à telle entreprise, tu payes, et ils sont obligés de payer parce que... Ah, d'accord. Oui, la violence exercée via la législation Et on connaît contre... un très précis, en fait, où il y a un chef d'entreprise, une multinationale, qui va se retrouver en fait... En prison, tout à fait. Avec un potentiel, soit tu signes et tu donnes ton... C'était quelle entreprise déjà? C'était celui qui a été mis en prison tout de suite par les Américains quand il est arrivé sur leur sol. C'est Alstom. Parce qu'il est coincé, soit il... Donc, oui, il faut vendre. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la violence aussi, mais je dirais, avec le bras politique, oui. Je dirais qu'il y a une autre catégorie de la violence à laquelle on n'a pas pensé, peut-être, c'est la violence symbolique. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui compte pour vous,
que vous pouvez sacraliser. Parce qu'on est dans une société un peu déchristianisée, mais il y a des personnes qui ont une religion, ils y croient fortement, et ils sacralisent des choses qui sont sacrées pour elles. Et tout d'un coup, vous souillez cette chose, qui pour vous est profane. Et ça, c'est évidemment, ça peut les heurter. Mais évidemment, avec l'incompréhension profane-sacrée. Tu souilles quelque chose qui est sacré pour moi, je comprends. Ok, sur ces types de violences. Ah, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas une violence écologique? Ah oui, tout à fait. La violence faite envers la nature. Dans le cadre Tout à fait, tout à fait. Mais qui peut s'exprimer oui. contre des personnes. Oui. Quelqu'un qui, par les effets Tout à fait, de l'écologie, enfin, tout à fait. de l'activité humaine, va souffrir, qu'il y ait participe ou pas. Je dirais c'est à la fois une violence physique et économique, qui est la conséquence effectivement, mais qui constitue une catégorie à part, puisque son objet est aussi à part, c'est la nature et les personnes qui sont affectées, je dirais pas par la bande, mais par réaction en chaîne, par ces dommages qu'on fait subir. Tout à fait. La question suivante, donc on a défini la violence, on a défini les catégories de la violence. Est-ce que une violence peut être subie sans être ressentie? Ça, c'est un paradoxe. On a déjà donné quelques... Est-ce que vous pourriez me donner des exemples? On peut subir une violence sans même la ressentir, c'est-à-dire sans même l'identifier, la penser, la réfléchir, l'en prendre conscience, si vous voulez. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai plusieurs exemples, mais Pauline, rappelle-moi ton prénom. Violaine, tu es la première, vas-y. Je pense que quand ça dépend du contexte dans lequel on est, mais supposons un enfant qui vit dans un contexte violent, en fait, c'est sa norme, donc Ah oui. il la ressent plus. Tout à fait. Donc, dans le monde de l'adulte, s'il n'évolue pas, il sera dans ce monde-là de violence. Il peut déjà ne pas se rendre compte que cette violence est anormale, qu'elle est déstructurante pour lui, et elle va produire des mécanismes de protection qui sont des mécanismes de compensation et qui vont être une réponse instinctive qu'il va trouver à ce schéma soit conflictuel, si la relation au sein de sa famille est conflictuelle, soit même violente, si vraiment il y a des brutalités qui lui sont faites, effectivement. Donc il n'est pas encore en état, en âge, de comprendre que la façon dont on lui parle, elle est violente. Parce que ça renvoie la violence au normal et à l'anormal, d'une certaine façon. Après, il ne ressent plus forcément la violence. Oui, ça l'anesthésie un peu. Vous savez, c'est le principe de la mitridatisation. Vous connaissez peut-être ce principe en médecine, en pharmacologie. Alors, il est célèbre parce que c'est le roi Mithridate, c'est le roi de... Je crois que c'était le roi du Pont, la zone pontique, c'était la zone de l'actuelle Turquie où il y a Istanbul, et le roi Mithridate, pour s'immuniser contre les poisons, prenait chaque jour un peu de poison. Alors le problème, c'est comme il a été rentré en lutte avec l'Empire romain, enfin l'Empire romain, c'était pas encore l'Empire romain, mais c'était Rome, la Rome antique qui s'étendait en Méditerranée, à un moment il a voulu se suicider avec du poison. Le problème, c'est que quand on s'est immunisé contre le poison, on ne le ressent plus, si vous voulez, donc il faut monter la dose. Beaucoup. Donc c'est... Pardon ? Il l'a fait en famille en plus, du coup il a tué toute sa famille, mais lui il a survécu. Non mais c'est vrai ce fait historique de Mithridate. Il l'a fait en famille, il a survécu. Là, ça fait partie. Il y avait un livre que... Il a souffert. Il a souffert. Ah d'accord. Bon, bah écoutez, mais il y a... il y a une notion de partage. Bon, là, il était sans doute acculé politiquement, militairement. Il y avait un livre qui avait paru il y a quelques années, qui s'appelait, je crois, de mémoire, il faudrait le retrouver, Les morts les plus cons de l'histoire. Et il y en a de très très célèbres. Vous savez, il y a des morts à contretemps. Le fameux moraliste Chamfort du XVIIIe siècle. Il vit au moment de la Révolution française. Il pense qu'il va être guillotiné, comme beaucoup d'autres. Il se tire une balle, il se rate, mais il va mourir quand même. Mais son valet de chambre arrive, le sauve. Lui, il voulait pas être sauvé. Il est jugé, il va être condamné à mort. Et puis, en fait, finalement, il va pas être mis à mort, mais il va mourir des suites de ses blessures. On se dit, c'est pas possible, c'est un gag, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a cette violence relationnelle, etc., le principe de la mitridatisation. Oui, Pauline. Moi, je pensais aux violences vu que le syndrome de Stockholm existe, je pense qu'on peut effectivement tomber amoureux de son héros. Et donc, je dirais pas peut-être qu'on ne le ressent pas, mais peut-être qu'on est dans le déni et qui nous empêche de le ressentir.
Alors c'est vrai que c'est très paradoxal, parce que vous connaissez le triangle victime, bourreau, sauveur. Hein. Effectivement, la personne qui est otage, on pourrait dire, mais en fait c'est une métaphore, ça s'applique au cas d'autres violences, par exemple conjugales, on parlait des violences conjugales, qui est otage d'une violence va contracter une réponse de sympathie, effectivement, vis-à-vis de son tortionnaire. Peut-être aussi parce qu'il est insupportable de se dire qu'on est l'otage de quelqu'un d'autre. Alors c'est beaucoup plus supportable de développer de l'empathie pour la personne, si vous voulez, dont vous êtes l'otage finalement. C'est une façon de compenser. Il y a ça, est-ce qu'il y a d'autres formes de violence qui peuvent être subies et pas ressenties, pas identifiées? En fait, on en subit tous autour de cette table, et tous les gens qui en subissent, c'est le conditionnement quotidien que nous avons, Ouais. ne serait-ce que par rapport au flux d'informations, Ah oui. au rythme d'informations. Oui, oui. Même si on pousse philosophiquement, on peut dire à partir du moment où on est déjà dans le ventre de maman, Oui. on commence à subir sa violence, c'est l'angoisse, c'est Ouais. le stress. Donc nous subissons en fait involontairement tous ces traumas qu'elle n'a pas réglés. Alors ça, c'est une violence à laquelle je n'avais pas pensé, parce que j'avais pensé à un petit listing, une petite catégorie de violences non ressenties, mais je n'avais pas pensé au caractère anesthésiant de la violence qui est vécue à un stade infantile, et je n'avais pas pensé à la violence, je dirais, sociale, même technique, technologique, des personnes à qui on ne permet jamais de se déconnecter, qui doivent être toujours dans le caractère responsif. Vous savez, on envoie à chaque fois des stimuli, et la personne doit être sans cesse dans la réponse. Ça peut concerner une personne qui est je dirais, chargée de clientèle, si vous voulez, qui doit répondre en permanence à des sollicitations qui n'arrêtent pas, à la personne « Ah, ça va, tout va bien ?» Il faut pousser la fenêtre. Il faut pousser le... Si on ferme la fenêtre, on va avoir plus de choses. Parce que là, on est en train de cuire, c'est très violent. Ah, mais vous voulez pas vous rapprocher Merci. Il y a la violence du soleil, qui est la puissance du soleil. Alors, non, mais il y a ça aussi à quoi je n'avais pas pensé. C'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un qui ne vous permet pas de vous déconnecter, vous devez toujours être disponible, là, présent, dans le caractère responsif. Et c'est-à-dire, il n'y a pas de moment de temps mort, il n'y a pas de sas, quoi. Et même au-delà de ça, ce que je décris, c'est le conditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne te rends pas compte que tu es conditionné. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre ta radio et qu'est-ce que tu vas entendre? Les misères du monde. Ouais. Tu dois te les approprier en disant mon monde est pourri, ton monde n'est pas pourri du tout. Il y a toi dans ce que tu vis, et c'est pour ça que 70% des Français leur disent ils sont heureux. Alors, mais en fait, quand on est en collectif, ah oui, le monde va pas bien. Mais c'est un peu ça, j'en ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un au déjeuner entre la tarte et le fromage. Je lui ai dit, mais finalement, alors je trouve que la responsabilisation dans la nature, elle est fondamentale, et j'ai rien à reprocher à tout ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'on peut presque finir avec le sentiment d'une hyper-responsabilisation qui fait que, effectivement, on a le sentiment de culpabilité, qui peut être un peu, pas étouffant, mais qui peut être aussi un poids. Donc, on n'est pas responsable de tout, on essaie de faire de son mieux. C'est bien d'avoir des perspectives. Il faut pouvoir aussi à un moment respirer, ne pas se sentir tout le temps que responsable, effectivement, des moindres faits et gestes. C'est un équilibre à trouver dans la vie de chacun. Mais vous êtes quand même responsable. Il y avait... Toi et puis... Oui, c'était juste pour parler un peu de ce que tu as donné comme métaphore tout à l'heure, sur la manipulation en fait, de l'autre dans la baisse de l'estime de soi. Ouais. Et on ne s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte et on finit par accepter nous-mêmes que l'estime, ça baisse notre estime. Tout à fait. Et donc la violence, en fait, elle est faite par petites touches, par gouttes d'eau, et elle est indicible, en fait. Oui, tout à fait. Elle est difficilement parfois détectable, parce que je l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose qui est dit, mais dans l'attitude, dans la dénégation, ça peut être dans la structure, vraiment une structure bête, c'est-à-dire que vous n'avez pas voix au chapitre à un moment, où on fait comme si vous n'étiez pas là. C'est rien. On ne peut pas dire qu'on vous a brutalisé, mais on fait comme si, soit vous n'étiez pas là, ou on fait comme si vos paroles n'avaient pas d'intérêt. C'est rien du tout, mais... Pardon ? L'indifférence, tout à fait, d'une grande violence. Donc, écoutez, merci. Est-ce que ça complète et tu levais la main tout à l'heure. Je voulais savoir si cette qualification est quand on se fait mal. Ouais. Est-ce que c'est non ressenti ou est-ce que c'est ressenti, mais en fait, ça sert d'autres problèmes?
Alors moi, qui ne suis pas spécialiste, ce que j'ai entendu des psychologues sur la scarification, c'est-à-dire sur l'automutilation, c'est que c'est une pratique en fait d'échappatoire et d'exutoire. Ça peut paraître étonnant, mais c'est-à-dire que généralement, d'après ce que j'ai compris, on a une violence psychique, traumatique ressentie, et on essaie de trouver un exutoire, on ne veut pas l'infliger aux autres, on se l'inflige à soi-même, et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un dérivatif, c'est-à-dire qu'on se sent moins souffrir quand on se mutile. On s'inflige une violence dérivative, en fait. C'est l'une des interprétations qu'on avance souvent pour parler de l'automutilation. Je vous en donne quelques autres, et puis vous me... Non. Oui. Ça, c'était une violence. Ça, c'est violent. Mais oui, mettons un point en pratique un peu. Il y a une différence de perception aussi entre les gens. Oui. C'est-à-dire qu'un discours, certaines paroles émises dans un discours peuvent être ressenties comme très violentes par certaines personnes, Oui. et d'autres sur qui ça va glisser complètement. Mais moi, pour avoir été... Alors, j'ai fait 17 ans d'éducation nationale. C'est violent. C'est très violent. On n'en sort jamais. Donc, et moi, ce qui me frappait, c'est que moi, j'ai vu l'évolution. Je commençais en 2005 et je terminais 2022 en gros, oui, 2022. Et moi, ça m'a frappé à un moment, c'est les injures, les insultes que je vais pas vous faire là, mais quand ils se parlaient et bon, moi de mon temps, mais moi je suis né en 79, alors moi c'est les années 80. On passait pas notre temps à s'appeler en s'insultant. Et là, je me dis, mais c'est étonnant cette façon de s'insulter, se parler en s'insultant. Il m'avait dit, mais non, monsieur, c'est pour rigoler, ça n'a pas du tout de poids. J'ai dit, mais alors, quel est le sens, en fait, dans ce cas-là, de l'injure? Parce que là, la ligne de démarcation, elle se déplace, si vous voulez. Donc, et puis c'est même pas positif, parce que ça veut dire que l'injure, elle est faite justement pour exprimer à un moment une décharge émotionnelle. Si c'est plus une injure, elle est banalisée, elle n'a même plus cette fonction, je dirais. Mais il y avait une autre chose qui m'avait frappé, c'est, alors moi j'écoute du rap et tout, mais c'est la musique très très fort. Parce que parfois il y a des fêtes organisées très très fort qui vivent chez eux. Alors, ils me disaient, ouais, moi je mets la musique très très fort. Pendant 1 heure, 1 heure et demie. Alors pour moi, vous me mettez, peut-être, je sais pas, j'ai un caractère plutôt calme, vous me mettez dans une chambre, vous mettez pendant 1 heure et demie du hard metal, très très fort, pour moi c'est une violence. Pour moi, parce que... Alors, et moi j'avais un argument objectif, je leur disais, on a fait des tests sur les plantes, ce qui est vrai, et on leur a passé toute la gamme, si vous voulez, des styles musicaux, ce qui est vrai, hein. Et on leur a passé du classique, du jazz, du blues, de la country, du rock, du métal, du rap, etc. Et moi je leur disais, vous savez, votre puissance de vie, elle se développe plus ou moins selon votre environnement, ce que vous écoutez, ce qui vous nourrit. J'ai dit, ce qui fait le plus se développer, c'est pas que le classique d'ailleurs, hein. On s'était rendu compte de ça dans les champs de culture aux États-Unis, la place du gospel. Et c'est finalement un biologiste qui s'appelle Joel Sternheimer qui a écrit La mélodie des particules. Et il s'est rendu compte que la façon dont les acides aminés ou des molécules, s'ordonnent suit une gamme mélodique, suit un ordre mélodique. Ça veut dire que la nature, elle est mathématique, mais elle est musicale aussi. Et pour moi, c'est une violence. Alors, peut-être que la personne ne le ressent pas comme une violence, mais j'ai du mal à croire que si on vous met, je ne sais pas, 1 heure et demie par jour dans un univers, si vous voulez, très dur, musical, ça n'ait aucune incidence sur votre comportement, sur votre cerveau, etc. J'ai du mal à le croire personnellement, mais après, voilà, ça peut être une torture. Est-ce que Aya Nakamura est une torture? Ça pourrait être le titre d'un atelier ou pas. Voilà. Si on veut de la polémique, si on veut faire de la polémique, etc. Voilà, avant les JO. Mais, vous voyez, pardon? On est curieux de savoir ce qu'ils vous proposent comme forme. Comme autre forme. Alors oui, je les liste. Vous avez raison, pardon, c'est mon atelier, mais vous avez raison de me recadrer. Vous avez raison de me... Regardez ce que C'est clair? C'est clair? Alors Claire, est-ce que tu peux d'ailleurs vérifier le temps? Et quand on... Ah bon. Il est moins 10. Il nous reste 55 minutes. Ça va quand même. Mais merci Claire de me recadrer, etc.
Ok. Alors, Du coup, faut que je t'alerte. non, c'était quand il reste 20 minutes pour qu'on puisse aller vers la conclusion. Je vous donne une petite liste et après, ça me permet d'enchaîner sur la première cause de violence que je vous propose de traiter. Mais tout ce préalable, ce préambule, en fait, n'est pas du tout anecdotique parce que parler de la violence, se lancer... Si j'étais rentré, j'avais dit, allez, on se lance dans la première cause de violence, ça n'aurait pas eu de sens, en fait. Il faut quand même déblayer le terrain, parler de la violence, qu'elle peut être, la façon dont elle peut être ou non ressentie, avant de s'interroger sur la causalité de la violence. Alors, je vous propose, mais c'est une liste non exhaustive, moi j'avais pensé au traumatisme, c'est-à-dire au refoulement. Un événement a été traumatique, il est refoulé parce que son intensité psychique est très grande et elle rendrait dysfonctionnelle la personne. Et il y a ce qu'on appelle le retour du refoulé. Ça revient sous forme symptomatique, soit corporelle, il peut y avoir une symptomatologie pathologique, une maladie qu'on contracte, soit sous la forme de phobie, par exemple. Il y a, on a un peu parlé de la censure, l'autocensure, c'est-à-dire, vous savez, c'est le terme un peu du surmoi, on vous a beaucoup interdit de choses, ou on a fait en sorte que vous interdisiez des choses et vous appliquez une violence à vous-même sans même la reconnaître, c'est-à-dire vous vous auto-censurez. Vous interdisez de désirer telle ou telle chose, de vouloir telle ou telle chose, de rêver de telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose. Vous vous restreignez, vous étriquez un peu votre vie. Il y a une violence qui est tout à fait paradoxale, à laquelle on ne pense pas toujours, que moi j'appelle l'absence des mots pour le dire. C'est-à-dire quand finalement on n'a pas développé son langage ou pour dire, exprimer, on parlait de l'expression tout à l'heure, exprimer la violence que l'on ressent pour l'identifier, pour la nommer. Il y a un célèbre roman qui traite de ça de façon dystopique, c'est le célèbre roman de George Orwell, 1984, qui est apparu en 1948. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a notamment une discussion à un moment à la cantine avec Sim, qui est chargé, le personnage, de la réforme du dictionnaire pour créer ce neuf langue, cette nouvelle langue qui doit être parlée dans ce pays dictatorial. Et ce que fait Sim, c'est qu'il amenuise le dictionnaire. Il dit on n'a pas besoin de tous les superlatifs, on n'a pas besoin de toute une gamme d'adjectifs. Bon, ça suffit, un bon. Double plus bon, tu sais très bien. Et il réduit le scope progressivement et dit, à la fin, on ne pourra même plus penser, on arrivera à l'inconscience, qui est la forme, le stade ultime de la domination politique. C'est même plus l'autocensure, c'est même plus le contrôle policier, c'est les individus qui n'ont plus conscience, si vous voulez, de ce qui leur arrive, soit par effet hypnotique, soit parce qu'ils n'ont plus le champ de leur conscience ayant tellement rétréci par l'absence de langage, de possibilité de nommer les choses, de les identifier, de leur donner sens, ils n'ont même plus la conscience de ce qui leur arrive. Et il dit même quelque chose, parce qu'on parle souvent de sécurité en ce moment, de politique sécuritaire, il dit on arrivera même à un moment où le crime par la pensée sera impossible, parce qu'on est dans une idéologie du parti. Le crime par la pensée sera impossible parce qu'on ne pourra même pas penser à une idée criminelle. Ça ne pourra même pas venir à l'esprit. Ça fait peur, non? Donc ça, c'est la privation des mots pour le dire. Donc voilà, bon, la censure, le traumatisme inaperçu. Je vous ai cité l'absence des mots pour le dire. On a parlé aussi des clichés, des stéréotypes tout à l'heure. On a parlé du conditionnement. Si je voulais, il y a le déterminisme social, c'est-à-dire que moi je l'ai vu dans le monde de l'éducation, quelqu'un qui tout d'un coup peut quelque chose, il n'a pas l'ambition. Et on lui dit mais pourquoi tu ne tentes pas tel cursus, on a un potentiel, et la personne n'a pas le désir, ne s'est pas projeté, n'a pas eu l'habitude de se projeter, de s'imaginer, de se rêver avec tel ou tel poste, telle fonction, tel statut, etc. C'est une forme de limitation, d'autolimitation qui n'est pas forcément ressentie comme telle. Et puis il y a peut-être une violence qui va peut-être paraître étrange, mais je pense qu'elle est assez courante, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, l'injonction paradoxale. On vous donne une injonction et son contraire. Peut-être que dans le monde de l'entreprise, ça doit exister, ça. Et je vous prends un exemple plus anecdotique, si vous voulez, qui est plus badin. Il y a Pierre Bourdieu qui a écrit notamment sur la jupe. Que signifie la jupe et pour les femmes. Et la thèse de Pierre Bourdieu, je vous la mentionne en passant, vous pourrez creuser, vous pourrez retrouver des interviews en ligne de Pierre Bourdieu sur la jupe. Il disait la jupe, le corset invisible. Alors, on se dit, c'est étonnant, parce que la jupe, justement, elle découvre le corps de la femme, elle libère le corps de la femme. Le corset, moi j'avais une grand-mère qui a porté toute sa vie un corset.
Ça donne un beau port, ça donne un maintien altier, etc. Mais c'est quand même, je veux dire, c'est un peu triqué, quoi. On est à l'étroit, quoi. On est guindé, quoi. Et Bourdieu disait, mais la jupe, c'est symbolique et c'est comportemental, et ça renvoie au conditionnement. Pourquoi est-ce que quand une femme porte une jupe, si elle veut paraître féminine, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, si elle est trop courte, elle est vulgaire. Ça lui impose une certaine posture quand elle se baisse, quand elle s'assoit, quand elle croise les jambes, quand elle ramasse quelque chose par terre. Et il dit, finalement, c'est l'injonction sociale inconsciente de ce que la société dit aux femmes, sois visible mais pas trop, sois disponible mais te mets pas en avant, sois plaisante mais pas vulgaire. Elle est toujours sur la ligne de crête. Vous savez, c'est les magazines féminins, vous les ouvrez, mais les magazines masculins, c'est comme ça maintenant aussi, hein, qui vous disent, voyez, soyez indépendante, etc. Mais n'oubliez pas, il faut maigrir. Hein, parce que, dites, bon, d'accord, il y a voilà, ça c'est la dissonance cognitive. Ok sur cette violence non ressentie. Alors moi, je vous propose une première cause de violence qui me semble majeure, c'est l'altérité. C'est le rapport à l'autre. C'est la différence. Qu'est-ce qui peut, dans l'altérité, dans la rencontre de l'autre, quel que soit cet autre, provoquer, susciter de la violence, soit chez l'autre par rapport à vous, soit chez vous, pas vous personnellement, mais chez nous par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui peut, première cause, grande cause, l'altérité.